Ce livre partage des stratégies extrêmement puissantes et efficaces qui peuvent littéralement changer ta vie, ton niveau de productivité et les résultats que tu vas obtenir dans les prochaines années. Dans cette vidéo, je t'ai fait un résumé complet de ce livre qui a aujourd'hui obtenu plus de 30 000 évaluations positives sur Amazon. Je te partagerai également les méthodes que j'utilise moi-même ainsi que des applications que j'utilise sur mon téléphone qui me font gagner énormément de temps et me permettent d'être beaucoup plus efficace dans mon travail. Imagine que tu peux réaliser en 6 mois une charge de travail qui t'aurait normalement pris près de 3 ans à réaliser. C'est exactement ce que les stratégies proposées par ce livre vont te permettre d'accomplir. Cette vidéo a demandé un énorme travail de production. Si tu veux récompenser mon travail, je t'invite d'ores et déjà à mettre un énorme pouce juste en dessous et bien sûr abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour recevoir les prochains résumés. C'est parti. Il commence l'introduction en disant le travail en profondeur est tellement important que nous pourrions fort bien le considérer comme le super pouvoir du 21e siècle. Il dit la capacité à travailler en profondeur est de plus en plus rare tout en devenant de plus en plus précieuse, surtout dans notre économie actuelle. En conséquence, ce sont les rares personnes à entretenir cette habilité puis à l'inscrire au cœur de leur vie professionnelle qui s'épanouissent, il dit, et connaîtront une vraie réussite. Alors il partage ensuite que le livre a 2 objectifs différents. Le premier, c'est de vous convaincre de l'exactitude de l'hypothèse du travail en profondeur. Le second, dans la partie numéro 2, c'est de vous apprendre à tirer parti de cette réalité en exerçant votre cerveau et en transformant vos habitudes de travail afin que la profondeur de concentration prenne place au cœur de votre vie. Il dit ensuite au cours des 10 années qui ont suivi l'obtention de mon diplôme universitaire, j'ai publié 4 livres, décroché un doctorat, écrit des articles universitaires très bien évalués et j'ai été embauché comme professeur à l'université de Georgetown. Et il dit, j'ai soutenu ce rythme de production intense tout en travaillant rarement en semaine au-delà de 17 heures. Il dit que cet emploi du temps est possible car je me suis vraiment efforcé de réduire tout ce qui est superficiel dans mon existence tout en veillant à tirer le maximum du temps libéré. Grâce à ma démarche, il s'avère que 3 à 4 heures de concentration ininterrompue et soigneusement ciblée 5 jours par semaine peuvent déboucher sur de précieux résultats. Il parle ensuite de Carl Jung, que tu connais peut-être de nom. Il dit, lorsque Carl Jung a souhaité révolutionner le domaine de la psychiatrie, il s'est retiré dans les bois. Sa tour à Bollingen est devenue un endroit où il pouvait entretenir sa capacité à réfléchir profondément, puis l'exploiter afin de produire un travail d'une originalité si remarquable qu'il a changé le monde. Il dit ensuite, je vais essayer de vous convaincre de vous joindre à moi afin de construire notre tour de Bollingen personnel, d'entretenir notre capacité à produire de la vraie valeur au sein d'un monde subissant de plus en plus de distractions et de reconnaître une vérité adoptée par les personnages les plus productifs et important des générations passées. On passe à la partie numéro 1 et au chapitre numéro 1 qui s'intitule « Le travail en profondeur est une expérience d'une grande valeur ». Il commence ce chapitre en disant « Comme je l'ai remarqué à travers mes enquêtes, la pensée économique actuelle affirme que la croissance et l'impact sans précédent de la technologie créent une restructuration massive de notre économie. Dans cette nouvelle économie, il dit qu'il y a 3 grands groupes différents qui auront un avantage particulier. La première, c'est ceux qui sont capables de bien travailler en faisant preuve de créativité avec l'aide de machines intelligentes. Deuxième groupe de personnes, c'est ceux qui sont les meilleurs dans leur domaine. Et troisième groupe de personnes, c'est ceux qui ont accès au capital. Il dit en conséquence, si vous parvenez à entrer dans l'un de ces groupes, vous connaîtrez vous aussi le succès. Si vous n'y parvenez pas, vous pourrez toujours réussir, mais votre situation sera beaucoup plus précaire. Alors ensuite, il y a une question qui lui est posée qui est comment faire partie des gagnants? Et sa réponse est au risque de doucher votre enthousiasme naissant, je dois
dois d'abord avouer que je n'ai aucun secret pour amasser rapidement des capitaux, à savoir pour rentrer dans le troisième groupe de personnes qu'on a vu précédemment. Par contre, il dit les deux autres groupes sont cependant accessibles et nous allons voir précisément dans ce livre comment on peut les intégrer. À mes yeux, il dit il existe deux capacités différentes qui sont cruciales. La numéro 1, c'est la capacité à maîtriser rapidement des choses qui sont difficiles. Et la capacité numéro 2, c'est la capacité à produire un travail d'un niveau exceptionnel en termes de qualité et également en termes de rapidité. Il dit ensuite les deux capacités essentielles que nous venons de décrire sont conditionnées par votre faculté de réaliser un travail en profondeur. Si vous ne maîtrisez pas cette habilité fondatrice, vous aurez alors des difficultés à apprendre des choses difficiles ou à produire des choses d'un niveau exceptionnel. Le fait que la réalisation d'un travail en profondeur dépende de ces capacités ne saute pas immédiatement, il dit, aux yeux. Il faut se pencher de plus près sur la science de l'apprentissage, la concentration et la productivité. Alors ensuite dans le livre, il partage des recherches qui sont très intéressantes. Écoute bien ça. Les neuroscientifiques ont exploré les mécanismes physiques à l'origine des progrès réalisés sur l'exécution de tâches difficiles. Le journaliste Daniel Coyle a mené l'enquête dans son ouvrage de 2009 qui s'intitule The Talent Code. Ces scientifiques sont de plus en plus persuadés que la réponse se situe dans ce qu'on appelle la myéline, qui est une substance constituée de lipides. Il dit à propos de cette substance, elle isole et protège des fibres nerveuses, les axones, qui sont le prolongement des neurones, comme une gaine en plastique isole un fil électrique et augmente la vitesse de la propagation de l'influx nerveux. Pour cerner le rôle de la myéline dans les progrès, gardez à l'esprit que les habilités, qu'elles soient intellectuelles ou physiques, ne sont en fait que des circuits cérébraux. Cette nouvelle science de la performance affirme que vous améliorez une habilité en développant plus de myéline autour des neurones concernés, permettant ainsi aux circuits correspondants de s'activer alors plus efficacement et en demandant moins d'efforts. Pour exceller alors dans un domaine, il faut donc être bien myélinisé. Alors il dit ensuite que cette compréhension est très importante car elle fournit la fondation neurologique de l'efficacité de la pratique délibérée. En se concentrant intensément sur une habilité spécifique, vous forcez alors le circuit concerné à s'activer encore et encore de manière isolée. Cette utilisation répétée d'un circuit bien précis déclenche alors des cellules appelées oligodendrocytes qui entourent de myéline les neurones, cimentant alors efficacement l'habilité en question. Il enchaîne en disant il est donc important de se concentrer intensément sur la tâche à exécuter tout en évitant toute distraction car c'est le seul moyen d'isoler suffisamment le circuit neuronal concerné pour favoriser le déclenchement de la myélinisation si utile. En revanche, il dit si vous essayez d'apprendre une nouvelle habilité complexe dans un état de concentration peu intense, par exemple en regardant des notifications qui arrivent tout le temps sur ton téléphone, il dit qu'à ce moment-là, vous activez trop de circuits simultanément et aléatoirement pour alors isoler les groupes de neurones que vous souhaitez renforcer. Pour apprendre rapidement des choses difficiles, vous devez alors vous concentrer intensément sans être distrait. Autrement dit, l'apprentissage est un travail en profondeur. Si approfondir les choses ne vous pose aucun problème, la maîtrise des systèmes et habilités de plus en plus complexes nécessaires pour prospérer dans notre économie actuelle ne présentera alors pour vous aucune difficulté. Mais il dit, si vous faites partie des nombreuses personnes que la profondeur de concentration met mal à l'aise et qui cèdent en permanence aux distractions, ne vous attendez pas à appréhender facilement ces systèmes et habilités. Alors ensuite, il donne une formule intéressante. Il dit que le fait de dédier des créneaux entiers à un travail très intense qui ne souffre d'aucune interruption permet de tirer parti de la loi de la productivité suivante. Et cette loi, c'est production d'un travail d'excellente qualité égale temps passé
multiplié par intensité de la concentration. Il dit ce n'est pas la première fois que je rencontre cette conception mathématique de la productivité. Je suis tombé dessus il y a longtemps lorsque je faisais des recherches pour mon deuxième ouvrage. Au cours de ces recherches, j'ai interrogé, il dit, près de 50 étudiants ayant des notes extrêmement hautes au sein d'établissements figurant parmi les mieux cotés du pays. Et il dit que pendant ces entretiens, il a remarqué que les meilleurs travaillaient souvent moins que le groupe d'étudiants ayant une moyenne générale légèrement inférieure. J'y vois notamment, il dit comme explication, la formule présentée précédemment. Les meilleurs étudiants ont bien cerné le rôle joué par l'intensité pour parvenir à une excellente productivité. Ils se sont donc mis en quatre pour optimiser leur concentration, diminuant radicalement le temps de préparation aux examens ou de rédaction d'articles, sans pour autant faire baisser la qualité de leurs résultats. En l'occurrence, là, il la faisait même augmenter. Alors ensuite, il parle de quelque chose de très intéressant et on est tous concernés par ça, ça s'appelle le multitâche. Il dit, lorsque vous passez d'une tâche A à une tâche B, votre attention ne suit pas immédiatement. Ça, c'est ce qu'on croit. On croit que notre attention est complètement sur la tâche B généralement, mais c'est pas le cas. Il dit des restes d'attention demeurent centrés sur la tâche A et ce reste est particulièrement tenace si le travail effectué sur la tâche A était limité et de faible intensité avant le basculement. Il dit mais même si vous terminez la tâche A avant de passer à autre chose, votre attention demeure divisée pendant un moment. Le concept de reste d'attention demeure révélateur, il dit, car il confirme le fait que l'habitude courante consistant à travailler dans un état de semi-distraction est potentiellement désastreux pour votre performance. Il peut vous sembler inoffensif par exemple de jeter un rapide coup d'œil à votre boîte de réception toutes les 10 minutes, mais ça ne l'est pas. Pire, en voyant les messages que vous ne pouvez traiter immédiatement, vous êtes forcé des fois de revenir à la tâche principale sans avoir mené à bien la tâche secondaire. Donc les restes d'attention générés par ces basculements nuisent à votre performance. C'est une des raisons pour lesquelles ce livre aujourd'hui est un énorme succès, parce que plus les années progressent, plus notre capacité de concentration descend. Et donc tout ce qui va être expliqué dans ce livre en termes de stratégie est de plus en plus utile, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il enchaîne en disant: lorsque nous tirons les enseignements de ces observations individuelles, nous percevons un argument très clair. Pour produire une performance au sommet, vous devez exécuter une seule tâche sur de longues périodes et sans être distrait. Autrement dit, le type de travail qui optimise votre performance, c'est le travail en profondeur. Si exécuter une tâche en étant totalement concentré ne vous met pas à l'aise, il sera difficile, il dit, de parvenir à un niveau de performance optimal. Et ceci est de plus en plus nécessaire pour vous épanouir aujourd'hui professionnellement. À moins que votre talent et vos compétences soient largement au-dessus de vos concurrents, les adeptes du travail en profondeur seront toujours bien plus productifs que vous. Chapitre numéro 3, le travail en profondeur est une expérience riche. Il commence en disant: nous avons tendance à beaucoup mettre l'accent sur notre situation en partant du principe que c'est ce qui nous arrive qui conditionne notre ressenti. À partir de là, les petites choses du quotidien sont accessoires, car le plus important réside dans les résultats d'envergure, comme par exemple l'obtention d'une promotion, un déménagement, l'achat de quelque chose de nouveau, etc., etc. Selon Gallagher, des décennies de recherche contredisent cette compréhension. Notre cerveau bâtit notre vision du monde à partir de ce sur quoi nous portons notre attention. Si vous vous concentrez par exemple sur le diagnostic malheureusement d'un cancer, vous et votre vie devenez triste et sombre. Mais par exemple, imaginons que vous vous concentrez sur votre repas du soir, vous et votre existence devenez plus agréable. Bien que la situation peut être exactement la même. Comme le résume Gallagher, la personne que vous êtes, ce que vous pensez, ressentez et faites, ce que vous aimez, est la somme de ce sur quoi vous vous concentrez. Il dit, cette théorie nous dit que notre monde est la résultante de ce sur quoi vous portez votre attention. Réfléchissez donc un instant au type d'univers mental que vous construisez lorsque vous consacrez un temps assez important à des activités profondes. Le travail en profondeur est empreint d'une certaine gravité et d'un sentiment
sentiment d'importance. Par conséquent, la théorie de Gallagher stipule que si vous passez suffisamment de temps dans cet état, votre esprit va bien cerner le sens et l'importance de votre vie et de votre univers. Il existe cependant un bienfait caché mais tout aussi important à cultiver l'attention profonde au travail. Ce genre de concentration pirate votre centre de commande de l'attention, vous empêchant également de remarquer parfois de nombreux détails moins agréables qui polluent inévitablement et en permanence notre vie. Et il dit, lorsque vous perdez votre concentration, votre esprit a tendance à se focaliser sur quelque chose qui n'est pas adapté à votre vie. Sur le plan neurologique, une journée de travail empreinte de superficialité est susceptible d'être épuisante et parfois contrariante, même si la plupart de ces éléments superficiels accaparant votre attention semblent inoffensifs ou amusants. Combien de fois ça a déjà peut-être dû t'arriver, tu reçois un email dans la journée, c'est quelque chose de vraiment superficiel, banal, mais quelqu'un te dit quelque chose ou tu reçois un SMS de quelqu'un et tu interprètes ce message d'une certaine manière, ça te contrarie et parfois ça va te contrarier toute la journée et parfois même pendant de nombreux jours sur des hypothèses des fois qu'on va avoir par rapport à l'interprétation qu'on va faire d'un événement. Et dans beaucoup de cas, il y a énormément de personnes qui vont parfois bousiller leur journée, voire leur semaine, voire leur mois entier sur des choses qui sont superficielles. Il enchaîne en disant, les grands moments surviennent quand le corps ou l'esprit sont utilisés jusqu'à leur limite dans un effet volontaire en vue de réaliser quelque chose de difficile et d'important. Un chercheur a baptisé cet état mental l'expérience optimale. Plus nombreuses sont les expériences optimales dans une semaine donnée, plus alors la satisfaction du sujet est importante. Il semble que les êtres humains évoluent à leur meilleur niveau lorsqu'ils sont immergés profondément dans une activité stimulante. Le lien entre le travail en profondeur et l'expérience optimale est évident. Le travail en profondeur est une activité parfaitement adaptée à l'apparition de l'exigence optimale. Et comme nous venons de l'apprendre, l'expérience optimale est source de bonheur. L'association de ces deux concepts nous offre un argument psychologique très fort en faveur de la profondeur de concentration. Des décennies de recherche issues des expériences en matière d'échantillonnage des expériences valident le fait qu'en faisant des choses en profondeur, la conscience s'organise d'une manière qui donne sens à notre vie. Ce qu'il partage là est extrêmement intéressant puisque le travail en profondeur et les stratégies qu'il va partager dans les chapitres suivants vont avoir un énorme impact, bien entendu, sur ta productivité, mais pas seulement. C'est également la satisfaction que tu peux avoir de ta vie de manière générale et également ton niveau de bonheur. On arrive à la partie numéro 2 qui s'intitule les règles et la première règle s'appelle travailler en profondeur. Il dit pour ancrer l'habitude consistant à travailler en profondeur, il faut aller au-delà des intentions louables et instaurer des routines et des rituels dans votre vie professionnelle afin de minimiser la quantité de volonté nécessaire pour basculer sur la durée dans un état d'intense concentration non interrompue. Il existe, il dit, une croyance populaire selon laquelle les artistes, par exemple, fonctionnent à l'inspiration, qu'une magie créative surgit d'on ne sait pas où par la grâce d'un éclair. Mais j'espère que mon travail met bien en lumière qu'attendre que l'inspiration frappe est un plan horrible. En fait, le meilleur conseil que je puisse prodiguer à quiconque essayant d'effectuer un travail de création est d'ignorer totalement l'inspiration. Dans une chronique du New York Times sur le sujet, David Brooks résume cette réalité de manière plus abrupte. Il dit les grands esprits créatifs pensent comme des artistes, mais travaillent comme des comptables. Cette stratégie, il dit, laisse entendre la chose suivante. Pour tirer le meilleur parti de vos séances de travail en profondeur, instituez des rituels du même niveau de rigueur et d'originalité que ceux des penseurs renommés. Il y a une bonne raison de les imiter. Les grands esprits tels que Caro ou encore Darwin n'ont pas adopté des rituels par excentricité, mais parce que le succès dans leur travail dépendait de leur capacité à pouvoir travailler encore et encore en profondeur. Il est impossible
impossible, par exemple, il dit, de remporter un prix Pulitzer ou de concevoir une grande théorie sans pousser votre esprit jusqu'à ses limites. Leur rituel minimisant toute friction dans cette transition vers la profondeur, leur permettant de plonger plus facilement et de rester plus longtemps dans cet état. S'ils avaient attendu que frappe l'inspiration avant de se mettre sérieusement au travail, ils auraient accompli dans leur vie beaucoup moins de choses. Alors il n'existe pas, il dit, un rituel de travail en profondeur correct, ça va dépendre vraiment de ton cas, de ce qui va être adapté également pour toi et également de ton mode de vie aujourd'hui. Mais il dit la recette dépend à la fois de la personne et du type de projet mené. Mais n'importe quel rituel efficace, il dit, doit prendre en compte les paramètres suivants. Le premier paramètre, c'est où travaillez-vous et pendant combien de temps. Il dit votre rituel a besoin de définir un endroit bien précis où mener vos efforts en grande profondeur. Il peut s'agir tout simplement de votre bureau, porte fermée avec un plan de travail rangé. Si vous pouvez, il dit, trouver un endroit exclusivement réservé au travail en profondeur, par exemple une salle de conférence ou une bibliothèque calme, l'effet positif sera encore plus grand. Et ça, c'est assez simple de comprendre pourquoi, c'est-à-dire dans ton esprit, tu vas avoir une sorte d'ancrage, c'est-à-dire dès que tu rentres dans cette pièce chez toi ou dès que tu vas dans un lieu bien précis, tu sais que hop, tu changes vraiment de mode et tu te mets à réaliser vraiment un travail qui demande justement d'avoir une grande concentration. Donc quel que soit votre environnement professionnel, veillez à prévoir un créneau bien précis afin que la séance demeure un défi bien limité et non un travail sans limite de durée. Quand tu démarres ce type de travail, c'est important de mettre une intention avant et d'avoir un certain cadre sur ce que tu veux accomplir. Et ça, c'est des choses que tu peux répéter tous les jours. Je te partagerai tout à l'heure un exemple personnel de comment j'ai mis ça en place dans ma vie à un moment donné où je devais vraiment me concentrer sur quelque chose d'assez difficile à faire. Le deuxième paramètre, il dit, c'est comment allez-vous procéder une fois la séance commencée. Il dit votre rituel a besoin de règles et de processus pour que vos efforts restent structurés. Par exemple, vous pouvez interdire toute utilisation d'Internet ou respecter un critère tel que le nombre de mots produits, imaginons par tranche de 20 minutes afin d'affiner votre concentration. Sans cette structure, vous devez peser sans arrêt ce que vous devez ou ne devez pas faire au cours de ces séances et vous demander en permanence si vous travaillez suffisamment dur. Et il dit cela va puiser inutilement dans votre réservoir de volonté. Donc c'est pour ça que si c'est extrêmement clair ce que tu dois effectuer, tu pourras à la fin de ta séance déterminer si tu as accompli l'objectif que tu t'étais donné. Troisième paramètre, comment apporterez-vous le soutien nécessaire à votre travail? Il dit votre rituel doit faire en sorte que votre cerveau bénéficie du soutien dont il a besoin pour opérer sur la durée à un haut niveau de profondeur. Par exemple, ce rituel peut démarrer par une bonne tasse de café, d'ailleurs tu peux te faire un ancrage avec ça, ou encore la mise à disposition en quantité suffisante d'une nourriture adaptée au maintien d'un certain niveau d'énergie, ou une séance, imaginons, d'exercice physique légère comme la marche afin de garder ses idées claires. Ce soutien peut également englober des facteurs environnementaux tels que l'organisation de la matière première de votre travail afin de minimiser toute friction consommatrice d'énergie. Et oui, peu importe ce que tu veux réaliser dans ta vie, tu as besoin de toute manière d'énergie. Et ton énergie va être déterminée en grande partie par trois gros facteurs qui sont ton sommeil, qu'est-ce que tu vas manger et boire, et également ton activité physique. Quand ces trois choses sont, on va dire, calibrées pour t'apporter le maximum d'énergie possible, ça va également avoir un gros impact sur tes séances de travail. Donc il dit, ces paramètres vous aideront à concevoir votre rituel de travail en profondeur, mais gardez à l'esprit que pour trouver un rituel adapté, vous devrez peut-être procéder à quelques expérimentations afin d'être motivé à le respecter. Je vous assure, il dit que le jeu en vaut la chandelle. Une fois que vous avez développé un rituel qui vous convient, l'impact peut s'avérer dans votre vie considérable. Travailler en profondeur est une activité sérieuse qui ne doit pas être prise à la légère. Accompagner ce genre d'effort d'un rituel complexe valide cette réalité. Il s'agit d'offrir à votre esprit la structure et l'engagement nécessaire pour basculer dans l'état de concentration favorable à la création de choses importantes. Alors ensuite, il partage un exemple extrêmement intéressant avec J.K. Rowling, que tu dois connaître, qui est l'auteur de Harry Potter, et il dit au début de l'hiver 2007, J.K. Rowling
Rowling avait du mal à achever The Deathly Hallows, qui est le dernier livre de la série des Harry Potter. Alors la pression forcément était très forte, puisqu'il y avait des centaines de millions de personnes dans le monde qui attendaient ce fameux livre. Donc Rowling, il devait travailler en profondeur afin de répondre à ces exigences. Comme tu t'en doutes, écrire ce type de livre, pas vraiment un exercice simple. Mais il dit, il lui était de plus en plus difficile de trouver la concentration dans le bureau qu'elle occupait. Chez elle, elle était à Édimbourg. Elle a partagé un moment, elle dit, alors que j'étais sur le point d'achever ce livre, un jour, le laveur de carreaux a débarqué, les enfants étaient à la maison, les chiens aboyaient, et à ce moment-là, voilà, c'en était trop, elle n'arrivait plus à se concentrer. J.K. Rowling a donc décidé de prendre une mesure extrême afin de pouvoir centrer son esprit sur sa mission. Elle s'est installée dans la suite d'un hôtel, un hôtel 5 étoiles situé dans le centre d'Édimbourg. Je me suis, elle dit, installée dans cet hôtel car c'est un bel hôtel, mais je n'avais pas l'intention d'y rester, a-t-elle expliqué. Mais le premier jour d'écriture s'est tellement bien passé que je n'ai pas arrêté d'y revenir ensuite et j'ai fini par achever dans ce lieu le dernier des Harry Potter. Avec le recul, il n'est pas surprenant que Rowling ait fini par séjourner dans cet hôtel. L'environnement était tout simplement parfait pour son projet. Il dit la décision de Rowling de s'installer dans une suite d'un palace près du château d'Édimbourg illustre une stratégie curieuse mais efficace de l'univers du travail en profondeur. Le concept est simple, la modification radicale de votre environnement habituel associé à un investissement significatif pour ce qui a trait au temps ou à l'argent, tout cela afin de favoriser l'exécution en profondeur d'une tâche accroît l'importance que vous accordez à la tâche en question. Cette importance perçue plus flagrante réduit la tendance à procrastiner et renforce la motivation et l'énergie. L'écriture d'un chapitre d'un Harry Potter par exemple est difficile et demande beaucoup d'énergie mentale. Mais si vous payez plus de 1000 $ par jour pour écrire ce chapitre dans une suite d'un vieil hôtel prestigieux, il est plus facile de trouver l'énergie et de vous montrer persévérant que si vous vous trouvez dans un bureau où les sources de distraction sont légion. Ce qu'il partage ici est une stratégie extrêmement puissante. Et d'ailleurs, pour l'écriture de mon premier roman, il suffit d'une rencontre pour changer de vie. C'est exactement ce type de stratégie que j'ai utilisé. Je suis parti au Japon pour terminer l'écriture de livres avec un objectif clair qui était d'écrire 2500 mots tous les matins, tous les jours. Et également, je m'étais fixé également comme objectif, je m'étais dit, ok, je ne quitterai pas ce pays tant que mon roman ne soit pas tout simplement terminé. Donc j'ai pris un billet d'avion, je suis allé au Japon, donc j'ai changé complètement d'environnement. J'étais ensuite dans un Airbnb, j'ai décidé que tous les matins, je quittais le Airbnb, j'allais dans un Starbucks, donc dans un café juste à côté de mon Airbnb et j'écrivais mes 2500 mots, quoi qu'il arrive. Et je peux te garantir que comme il partage également avant, c'est très intéressant, si tu attends l'inspiration généralement, elle vient pas. C'est à toi en fait d'aller la chercher. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit mes 2500 mots par jour. Un mois plus tard, mon roman était tout simplement terminé. Chose que je n'aurais pas fait. En tout cas, ça m'aurait pris beaucoup plus longtemps si j'étais resté dans l'environnement dans lequel j'étais à ce moment-là. Donc ça, c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante. Il partage un autre exemple. Bill Gates était connu lorsqu'il était PDG de Microsoft pour se retirer au cours de semaines entières de réflexion dans une cabane armée d'une ramette de papier et de livres, abandonnant, il dit, ses obligations familiales et professionnelles. Son objectif était de réfléchir intensément sans être distrait aux grandes questions concernant son entreprise. C'est pendant l'une de ces semaines, par exemple, qu'il est parvenu à la conclusion que Internet allait constituer une force majeure de son secteur d'activité. Physiquement, rien n'empêchait Bill Gates de réfléchir intensément dans son bureau à ce moment-là quand il était à Seattle au sein du siège de Microsoft, mais le caractère nouveau de ces retraites d'une semaine l'aidant à obtenir un niveau de concentration souhaité. Et d'ailleurs, si tu veux voir cette cabane de tes propres yeux, je t'invite à regarder un documentaire qui est sur Netflix qui s'appelle Dans le cerveau de Bill Gates, parce qu'il partage justement ça et il montre l'endroit en question. Alors, il partage un autre exemple très intéressant, un peu plus, tu vas voir, extrême. Il dit, autre exemple plus extrême de grands moyens portant leurs fruits, l'histoire de Peter Shankman, entrepreneur et pionnier des réseaux sociaux. Conférencier très prisé, Shankman passait une grande partie de son temps dans les avions. Il a fini par prendre conscience qu'être suspendu à 10 000 mètres au-dessus du sol était, dans son cas, un environnement idéal pour la concentration. Comme
il l'a expliqué dans un article de son blog, c'est quelque temps après cette prise de conscience que Sheckman a signé un contrat pour un livre dont il devait terminer le manuscrit 2 petites semaines plus tard. Pour respecter ce délai, écoute bien, il allait lui falloir afficher une concentration incroyable pour pouvoir terminer le manuscrit en question. Donc pour se mettre dans cet état, Sheckman a fait quelque chose de peu commun. Il a réservé un aller-retour en classe affaires pour Tokyo. Il a écrit pendant tout le vol qui l'emmenait à Tokyo, a bu un expresso dans le salon de la classe affaires une fois parvenu au Japon, puis a repris quasiment immédiatement l'avion pour le vol donc retour, écrivant pendant toute la durée du vol retour. Il est arrivé, il dit, aux États-Unis 30 heures seulement après son départ initial, ayant désormais son manuscrit d'achevé. Le voyage, il dit, m'a coûté $4000, mais cela, il dit, en valait vraiment la peine. Donc ça, c'est un peu plus extrême, mais c'est très intéressant. Une chose que tu peux faire qui t'est normalement potentiellement accessible, c'est si tu dois te concentrer sur quelque chose de très important pour toi, tu loues un Airbnb ou un hôtel, et ça n'a pas besoin d'être un truc, quelque chose de luxe, ça peut être justement quelque chose de très très minimaliste, sans avoir beaucoup de choses, parce que tu n'as pas besoin de choses qui brillent, etc. pour te concentrer. Donc tu te loues, imaginons 1 ou 2 nuits, et tu mets l'intention avant d'aller dans cet endroit que tu veux accomplir quelque chose de précis, et tu vas dans cet endroit pour accomplir ça. Le fait de changer comme ça ton environnement va t'aider à accomplir des activités qui parfois sont difficiles à réaliser. Donc il dit dans tous ses témoignages, le changement d'environnement ou la quête de calme ne sont pas les seuls facteurs à favoriser la profondeur de concentration. La force dominante, il dit, est la psychologie consistant à s'investir extrêmement sérieusement dans la tâche à exécuter. Quand tu dépenses également de l'argent pour exécuter cette tâche, forcément tu as un niveau également d'implication plus élevé, et tu as un taux de chance d'exécution de cette tâche qui également grandit. Il dit choisir un lieu exotique pour se concentrer sur un projet d'écriture, prendre 1 semaine de vacances rien que pour réfléchir, ou s'enfermer dans une chambre d'hôtel afin de terminer une invention importante, place votre objectif de profondeur au rang de priorité mentale et vous aide à débloquer les ressources mentales nécessaires pour parvenir à vos fins. Pour atteindre ces profondeurs, il faut savoir se donner les bonnes priorités. Alors il parle ensuite d'un livre intitulé Les 4 disciplines de l'exécution, et il fait référence ensuite à ce livre par 4DX. Et ces 4 disciplines en question, je vais les citer. La discipline numéro 1, c'est se concentrer sur ce qui est primordial. Il dit à ce propos, comme l'expliquent les auteurs de 4DX, donc ce fameux livre, plus vous essayez d'en faire, moins vous réussissez de choses. L'exécution doit concerner un petit nombre d'objectifs primordiaux. Cette simplicité vous aidera à placer l'énergie de l'organisation à un niveau d'intensité suffisant pour produire de véritables résultats. La discipline numéro 2, c'est agir conformément aux indicateurs stratégiques. Une fois l'objectif, il dit primordial identifié, vous devez évaluer votre réussite. Pour ce faire, avec les 4DX, il existe 2 types de critères. Les indicateurs de résultats et les indicateurs stratégiques. Les indicateurs de résultats décrivent ce que vous essayez d'améliorer. Par exemple, il dit, si vous essayez d'accroître la satisfaction client d'une pâtisserie que vous tenez, l'indicateur de résultat correspond potentiellement aux notes données par vos clients. Et il dit, comme l'explique l'auteur des 4DX, les indicateurs de résultats posent problème parce qu'ils interviennent finalement trop tard pour vous permettre de changer votre comportement. Lorsque vous les obtenez, la performance à l'origine de ces indicateurs est déjà au passé. En revanche, il dit, les indicateurs stratégiques évaluent les nouveaux comportements qui mèneront au succès sur la base des indicateurs de résultats. Dans l'exemple, imaginons de la pâtisserie par exemple, un bon indicateur stratégique pourrait être le nombre de clients, imaginons, bénéficiant d'un produit gratuit, nombre que vous pouvez directement augmenter en distribuant plus de produits. Ce faisant, vos indicateurs de résultats finiront probablement par s'améliorer également. Autrement dit, les indicateurs stratégiques vous incitent à améliorer les comportements que vous contrôlez directement dans un avenir proche et qui auront alors un impact positif sur vos objectifs à long terme. Pour une personne centrée, il dit, sur le travail en profondeur, l'indicateur stratégique pertinent est facile à repérer. Le temps passé, par exemple, dans un état propice au travail en profondeur, orienté vers votre objectif primordial. La discipline numéro 3, c'est disposer d'un tableau d'affichage stimulant. Je vais partager également une stratégie avec ça que j'ai utilisée dernièrement qui est aussi très efficace. Alors,
Alors il dit à ce propos, les gens jouent différemment quand ils comptent les points. Lorsque vous essayez d'orienter par exemple votre équipe vers la réalisation de l'objectif primordial de l'organisation, il est important qu'elle dispose d'un endroit au vu de tous où consigne les indicateurs stratégiques. Ce tableau d'affichage crée un climat de compétition les poussant à se concentrer sur ces indicateurs. Même lorsque leur attention est accaparée par d'autres éléments, une fois que l'équipe constate sa réussite concernant un indicateur, elle s'investit de façon à faire perdurer cette performance. Je connaissais une équipe d'ailleurs de vente qui, dans leur bureau, affichait en temps réel les résultats et le nombre de ventes de chaque personne de l'équipe. Et il y avait un classement journalier, il y avait un classement à la semaine et il y avait un classement mensuel avec des primes et des bonus pour ceux qui étaient en haut des classements. Je peux t'assurer que rien que d'avoir ça par exemple dans un bureau avec, imaginons, une équipe de vente, cette stratégie a drastiquement changé les résultats de l'équipe en question. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Il dit dans la discipline numéro 2, je soulignais que pour qu'une personne soit bien concentrée sur un travail en profondeur, l'indicateur stratégique devrait être, par exemple, les heures passées à travailler dans cet état. Le tableau d'affichage individuel doit être un support physique situé dans l'espace de travail qui montre, par exemple, le nombre d'heures passées par la personne à travailler en profondeur. Je te donne un autre exemple. Quand j'ai écrit mon dernier roman, celui-ci, j'avais installé un tableau chez moi dans la pièce de vie à côté du frigo sur lequel je mettais une grande croix chaque jour. C'était en fait un calendrier et je mettais une croix quand j'avais atteint le nombre de mots que je devais écrire par jour. Donc pareil, je m'étais fixé un nombre de mots que je devais atteindre tous les jours et dès que je l'avais atteint, je faisais une croix. Et ce tableau, je l'affichais à moi mais également à la personne qui vivait avec moi à ce moment-là. Et du coup, même à cette personne, je lui disais tiens, regarde ce tableau tous les jours et si tu ne vois pas une croix, dis-le moi. Dis-le moi parce que c'est pas normal et il faudrait que je mette une croix dans la journée. Rien que le fait d'avoir cet affichage visuel pour moi, mais je savais en plus que j'étais impliqué, c'est-à-dire je m'étais engagé également auprès d'une autre personne qui également avait la visibilité de ce tableau tous les jours, ça m'a permis de drastiquement également augmenter ma productivité et l'écriture que je pouvais avoir de ce roman en question. Et sur un espace de 30 jours, j'ai dû louper, il me semble, 1 ou 2 jours, c'est tout. Mais sinon, j'avais bien ma croix dans la quasi-totalité des jours et forcément, ça a créé des résultats très intéressants derrière. Il enchaîne en disant, lors de mes premières expériences avec le 4DX, donc les 4 disciplines, j'ai adopté une solution simple mais efficace pour la mise en œuvre de ce tableau de bord. Il dit, j'ai pris un morceau de carton que j'ai divisé en rangées, une pour chaque semaine du trimestre en cours. J'ai ensuite mis devant chaque rangée les dates concernant chaque semaine que j'ai ensuite collées sur le mur derrière le moniteur de mon ordinateur. Donc c'est à peu près la même stratégie que je t'ai partagée, que j'ai réalisée. Au fil des semaines, je surveillais, il dit, le nombre d'heures passées à travailler en profondeur grâce à de simples coches notées sur la rangée. Pour optimiser la motivation engendrée par ce tableau d'affichage, lorsque j'atteignais un jalon important de la rédaction d'un article universitaire, par exemple la réalisation d'une démonstration importante, j'entourais ce que j'avais coché. Cela correspondait à l'heure à laquelle j'avais obtenu le résultat. Cette méthode avait 2 objectifs, il dit. Tout d'abord, cela me permettait de relier concrètement les heures de travail en profondeur accumulées aux résultats tangibles obtenus. Ensuite, il dit, cela m'aidait à calibrer le nombre d'heures de travail en profondeur nécessaires par résultat. Cette réalité, il dit, m'a aidé à caser un plus grand nombre d'heures de travail en profondeur dans chaque semaine. Et on arrive à la discipline numéro 4 qui est créer une cadence de responsabilité. Les auteurs des 4DX indiquent que la dernière étape pour rester concentré sur les indicateurs stratégiques est la mise en place de réunions fréquentes et régulières pour toute équipe ayant un objectif primordial. Pendant ces réunions, les membres de l'équipe doivent comparer leur tableau d'affichage, s'engager à prendre des mesures précises de façon à améliorer le score avant la prochaine réunion et décrire ce qu'il a résulté des engagements pris lors de la dernière réunion. Les auteurs précisent que ce bilan peut durer quelques minutes seulement mais doit être effectué régulièrement afin de donner des résultats. Ils soulignent que c'est grâce à cette discipline que l'exécution prend vraiment forme. Et oui, c'est important de pouvoir évaluer les résultats que tu as pu avoir, faire un bilan et potentiellement corriger le tir s'il y a des choses qui se sont pas très bien passées. Une personne ayant l'habitude de travailler seule, il dit, en profondeur n'a probablement pas d'équipe avec qui se réunir
réunir, mais cela ne lui épargne pas de faire régulièrement le point sur ce qu'elle a fait. À plusieurs reprises tout au long du présent ouvrage, j'aborde et je conseille de prendre l'habitude d'effectuer un bilan hebdomadaire et de planifier le travail de la semaine à venir. On en reviendra à ce sujet, c'est très important. Quand tu planifies tes semaines, tes journées, c'est également un moyen d'être beaucoup plus productif. Il dit: au cours de mes expériences sur les 4DX, ce bilan hebdomadaire me permettait de consulter mon tableau d'affichage et de fêter les bonnes semaines et surtout de comprendre quoi faire pour obtenir un bon score tous les jours suivants. Cela m'a conduit à adopter mon emploi du temps de façon à répondre aux besoins indiqués par mon indicateur stratégique, ce qui m'a poussé à accumuler plus d'heures de travail en profondeur que si j'avais fait l'économie de réaliser ces bilans. Une méthode, il dit, heuristique plus facile à utiliser mais tout aussi efficace. À la fin de votre journée de travail, mettez le couvercle jusqu'au lendemain matin sur tout ce qui concerne votre vie professionnelle. Il dit par exemple: ne consultez pas vos emails après le dîner, ne vous repassez pas mentalement les conversations de la journée, n'essayez pas de trouver des solutions à des problèmes que tu peux potentiellement avoir aujourd'hui ou que tu vas avoir dans ta journée. Il dit: cessez absolument de penser au travail. Si vous avez besoin de plus de temps, prolongez alors votre journée de travail, mais une fois que vous avez mis le couvercle, votre esprit doit jouir d'une liberté totale. Alors ensuite, il parle de plusieurs études qui démontrent vraiment ça et les bienfaits justement de cette stratégie. Il donne également différentes raisons à ça. La raison numéro 1, l'arrêt intellectuel total favorise l'apparition d'idées. Si tu arrives vraiment à stopper complètement tes pensées qui vont vers le travail, vers ton activité professionnelle, tu as plus de chances d'avoir de bonnes idées. La raison numéro 2, l'arrêt intellectuel contribue à refaire le plein d'énergie pour travailler en profondeur. Et oui, parce que sinon chaque pensée que tu as, ça te prend, tu vois, ça te pompe, entre guillemets, de l'énergie. Raison numéro 3, les tâches remplaçant l'arrêt intellectuel du soir ne sont généralement pas très importantes. Il dit: notre capacité journalière à travailler en profondeur dans la journée est limitée de toute manière. Donc tu peux généralement pas travailler en profondeur toute la journée et en plus le soir par exemple. Il dit: si vous soignez votre emploi du temps, vous devriez atteindre les limites de votre capacité à travailler en profondeur pendant votre journée de travail. Personnellement, quand j'écrivais mes romans, j'écrivais 2 à 3 heures par jour, mais c'est pas quelque chose que j'aurais pu faire 5, 6, 7, 8 heures par jour. Non, déjà 2 à 3 heures par jour d'écriture sur des histoires, donc des choses quand même qui sont assez compliquées à écrire, où là tu dois vraiment être pleinement concentré. Généralement, quand tu fais 3 heures de travail vraiment en profondeur par jour, c'est déjà beaucoup, et 3 heures de travail en profondeur par jour, ça peut te créer des résultats qui sont incroyables sur le long terme, selon les objectifs, les résultats que tu veux avoir. Il dit: pour appliquer cette stratégie avec succès, vous devez d'abord accepter de vous engager à ne pas prêter attention aux moindres sujets professionnels. Ce qu'il partage là est très dur, honnêtement. Là, par exemple, à l'heure où je tourne cette vidéo, je gère plusieurs projets, il se passe des choses tous les jours, et franchement, ce qu'il partage là, c'est pas quelque chose que je fais aujourd'hui. Je pense énormément au travail, j'ai toujours des pensées quand je me couche le soir, etc. Donc, je pense que en effet, c'est vraiment bénéfique, et j'ai eu des périodes comme ça dans ma vie où j'ai pu voir d'ailleurs le bénéfice de ça. Après, c'est pas forcément des choses qui sont simples à mettre en place. Ça va toujours demander des efforts et une certaine planification pour mettre des choses de ce type en place dans ta vie. Il dit: détail capital, cela englobe aussi la vérification d'emails ainsi que la navigation sur des sites en rapport avec votre métier. Dans les deux cas, même une brève incursion professionnelle peut déclencher alors un flux de distraction qui s'auto-alimente et qui va vous empêcher pendant un très long moment de tirer parti des avantages de l'arrêt intellectuel décrit plus haut. Il donne un exemple que tu as déjà dû vivre, je pense. Il dit par exemple: qui n'a pas par exemple jeté un œil un samedi matin à un email alarmant qui l'a ensuite hanté tout au long du week-end? Je dirais encore même plus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé des fois de voir quelque chose en ligne sur un site web à 9, 10, 11 heures, minuit le soir, ou un email ou un message que tu lis d'un collègue ou peu importe, et tu penses à ça et du coup tu vas mal dormir parce que tu es en train de penser à ça, alors que finalement ton attention n'a pas besoin d'être portée là-dessus, parce que t'as pas besoin de résoudre ce problème maintenant et ça aurait pu attendre le lendemain matin, ce qui fait que tu aurais passé une bonne nuit de sommeil, tu aurais pu te reposer et attaquer ta journée avec une meilleure disposition mentale pour justement résoudre ce problème. Il
Il dit autre engagement essentiel pour que cette stratégie porte ses fruits, entourez votre arrêt intellectuel d'un rituel d'arrêt strict que vous respectez à la fin de votre journée de travail afin d'optimiser vos chances de succès. Alors ça c'est très intéressant. Concrètement, il dit ce rituel doit vous permettre de passer en revue tout objectif, tâche ou projet inachevé et de confirmer pour chacun d'entre eux que vous disposez d'un plan garantissant de le mener à bien ou il est localisé à un endroit où vous le retrouverez le moment venu. Il dit ce processus doit avoir les 4 caractéristiques d'un algorithme, une série d'étapes que vous devez franchir les unes après les autres. Une fois il dit exécuter, exprimez à haute voix un mot ou une expression signalant la fin du processus. Il dit personnellement, je dis arrêt effectué. Cette dernière étape, il dit, peut paraître ringarde, mais elle permet à votre esprit de recevoir le signal lui indiquant qu'il peut se libérer de toute pensée concernant le travail pour le restant de la journée. Ensuite, alors pour que ces suggestions soient plus concrètes pour toi, il donne un exemple avec son propre rituel personnel. Il dit la première chose que je fais est de jeter un dernier coup d'œil à ma boîte de réception afin de m'assurer qu'aucun message ne nécessite une réponse urgente avant la fin de la journée. Ensuite, il dit je transfère vers mes listes de tâches officielles, toute nouvelle tâche qui me vient à l'esprit ou celle que j'ai griffonnée au cours de la journée. Ensuite, une fois ces listes ouvertes, je passe en revue chaque tâche, puis je jette un œil aux 2 ou 3 jours suivants dans mon calendrier. Ces 2 actions, il dit, me permettent de ne pas oublier des tâches urgentes, des dates limites importantes ou des rendez-vous qui approchent et auraient pu m'échapper. À ce stade, j'ai fait le tour de tout ce qui figure à mon menu professionnel. Pour achever ce rituel, je me sers de ces informations pour établir un plan d'action grossier pour le lendemain. Il dit d'expérience, je peux vous dire qu'il devrait vous falloir 1 à 2 semaines pour que ce rituel porte ses fruits, à savoir pour que votre esprit ait suffisamment confiance en votre rituel pour commencer à vous débarrasser le soir des pensées liées au travail. Mais une fois bien ancré, ce rituel deviendra partie intégrante de votre vie, au point de vous mettre mal à l'aise, il dit, si vous ne le respectez pas. Des décennies de recherches dans différentes branches de la psychologie amènent à la conclusion que le fait de reposer régulièrement votre cerveau améliore la qualité du travail fourni en profondeur. Quand vous travaillez, ne ménagez pas votre travail et votre peine. Par contre, quand c'est terminé, c'est terminé. Votre temps de réponse moyen aux emails en partira peut-être, mais vous compenserez très largement cela par un volume de travail important produit chaque jour grâce à votre nouvelle capacité à plonger plus en profondeur dans ce que vous faites. Donc ça, c'est une stratégie très intéressante. Je pense qu'il peut avoir de nombreux bienfaits. Je t'invite d'ailleurs à la tester, ou si tu as déjà testé ou si tu la testes par la suite. N'hésite pas à laisser un commentaire pour partager tes résultats, et d'ailleurs n'hésite pas à laisser un commentaire tout au long de la vidéo pour partager ton expérience avec différentes stratégies qu'il va partager. Tu vois, il y a beaucoup de stratégies par la suite, et puis si tu as également des conseils, des stratégies que toi-même tu as adoptées qui t'ont aidé à réaliser plus de travail en profondeur. Et je t'invite également, n'oublie pas à mettre un énorme pouce juste en dessous si tu l'as pas encore fait. On passe énormément de temps à produire ces vidéos et ça nous aide à les référencer, à les faire connaître un maximum de monde. Et puis bien sûr, je t'invite également à partager la vidéo à tes contacts. On arrive à la règle numéro 2 qui s'appelle étreindre l'ennui. Il commence à dire les efforts pour approfondir votre concentration seront difficiles à fournir si vous n'apprenez pas à votre esprit à se débarrasser de sa dépendance aux distractions. Et encore plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il a écrit ce livre-là il y a quasiment 10 ans en arrière, et notre dépendance aujourd'hui aux réseaux sociaux, aux distractions est encore plus grande malheureusement aujourd'hui, et ça va pas vraiment dans le bon sens. À l'instar des sportifs qui doivent prendre soin de leur corps en dehors des séances d'entraînement, vous aurez du mal à atteindre une grande profondeur de concentration si vous passez le reste de votre temps à fuir le moindre signe d'ennui. Il dit que cette affirmation est étayée par des recherches de quelqu'un qui s'appelle Clifford Nass, qui est un professeur de la communauté de Stanford. Et ses travaux, il dit, ont entre autres révélé que la tendance à reporter en permanence son attention sur la toile, donc sur Internet, a un effet négatif durable sur le cerveau. Voici comment il a résumé ses découvertes dans une interview. Il dit « Nous avons des échelles qui nous permettent de classer des gens entre ceux qui s'adonnent aux multitâches et ceux qui le font rarement. Les différences, il dit, sont remarquables. Les individus qui font sans arrêt plusieurs choses à la fois ne sont pas capables d'éliminer les informations non
pertinentes. Ils ne savent pas gérer leur mémoire de travail. Ce sont des distraits chroniques. Ils activent des parties bien plus importantes de leur cerveau qui sont malheureusement inutiles à l'exécution de la tâche souhaitée. Il a découvert également qu'une fois que le cerveau est habitué à être distrait, il est beaucoup plus difficile de faire passer cette addiction, même lorsque vous souhaitez vous concentrer. Alors ensuite, il parle de faire une pause après une période de concentration plutôt qu'une période de distraction. Avant d'entrer, il dit dans les détails, commençons par étudier une suggestion souvent émise pour l'addiction à la distraction qui ne résout malheureusement pas notre problème. Il appelle ça le Shabbat d'Internet ou on pourrait appeler ça également une détox numérique. Tu as peut-être déjà entendu ça. Dans sa version élémentaire, il dit ce rituel vous demande de dégager une période généralement de temps, ça peut être un jour par exemple par semaine, pendant laquelle vous vous abstenez de toucher aux réseaux sociaux et à la technologie. Alors, il dit si vous passez simplement une journée par semaine à résister à la distraction, il est fort probable que vous ne parveniez pas à baisser l'envie maladive de votre cerveau de céder à ces stimuli, car vous passez la majeure partie de votre temps à cela. Il dit je propose une alternative au Shabbat d'Internet. Au lieu de vous éloigner temporairement des sources de distraction afin de vous concentrer, préférez plutôt marquer une pause entre deux périodes de concentration. Pour être plus concret, il dit émettons l'hypothèse que l'utilisation d'Internet vous permet de rechercher des stimuli distrayants. Vous pouvez bien entendu vous servir d'Internet dans un état de concentration intense, mais cela s'avère particulièrement difficile pour quelqu'un accro à la distraction. De même, il dit admettons que travailler sans Internet soit synonyme pour vous d'un état de concentration plus intense. Maintenant que nous avons présenté ces stratégies, pensons-nous sur le fonctionnement de cette stratégie. Programmez à l'avance vos créneaux d'utilisation d'Internet, puis évitez la toile en dehors de ces créneaux. Au travail, je vous suggère de placer à côté de votre ordinateur un carnet sur lequel vous noterez le prochain créneau pendant lequel vous pourrez vous servir d'Internet. Jusqu'à l'horaire en question, il dit toute connexion au réseau est interdite, même si votre envie est grande. L'idée, il dit, qui se cache derrière cette stratégie, c'est que l'utilisation d'un service source de distraction ne diminue pas en soi la capacité de votre cerveau à se concentrer. C'est plutôt le fait de passer en permanence au moindre signe d'ennui ou de difficulté cognitive, d'activité à forte valeur ajoutée avec peu de stimuli à des activités à faible valeur ajoutée avec beaucoup de stimuli qui apprend à votre esprit à ne jamais tolérer l'absence de nouveautés. Et ça, il dit que c'est un gros problème pour ta concentration. Il dit cette bascule constante affaiblit les muscles mentaux responsables d'organiser les nombreuses sources rivalisant pour accaparer votre attention. En isolant l'utilisation d'Internet, vous réduisez au minimum le nombre de fois où vous cédez à la distraction. Et ce faisant, vous renforcez les muscles chargés de sélectionner ce qui doit retenir votre attention. Donc par exemple, si il dit ton prochain créneau Internet est programmé dans 30 minutes et que vous commencez à ressentir un certain ennui qui conduit à l'envie de céder à une source de distraction, les 30 prochaines minutes de résistance peuvent se comparer en séance de gymnastique destinée à faire travailler votre concentration. Une journée entière avec des plages de distraction programmées devient donc une journée entière d'entraînement mental. Et ça, il dit que ce sera extrêmement bénéfique pour toi sur le long terme. Si l'idée de base associée à cette stratégie est simple, il peut s'avérer ardu de mettre cette dernière en œuvre. Pour vous aider à y parvenir, voici 3 éléments importants à prendre en compte. L'élément numéro 1, cette stratégie fonctionne même si vous êtes tenu par votre métier d'utiliser très fréquemment Internet et de répondre, imaginons, rapidement aux emails. Si vous devez passer chaque jour des heures en ligne à répondre rapidement à des emails, pas de problème, cela signifie simplement que vos créneaux Internet seront plus nombreux que ceux d'une personne dont le poste demande une connectivité moindre. L'important n'est pas finalement le nombre ou la durée de vos créneaux Internet, mais de veiller à ce que vos créneaux hors ligne soient parfaitement respectés. Élément numéro 2, quelle que soit votre façon de programmer vos créneaux Internet, les périodes en dehors de ces créneaux doivent absolument rester vierges de toute utilisation d'Internet. Il dit il est crucial de ne jamais abandonner un créneau hors ligne, même si on se retrouve coincé sur une tâche qu'on a en cours et qu'on a besoin d'Internet finalement pour finir cette tâche, il dit il faut mieux basculer
sur une autre tâche dans ce cas-là que de briser le créneau en cours. L'élément numéro 3, il dit, c'est le fait de programmer l'utilisation d'Internet aussi bien à la maison qu'au travail peut enrichir encore plus votre entraînement en matière de concentration. Et il explique que si dans ta journée de travail, finalement, tu accomplis ça avec succès, mais le soir, tu passes toutes tes soirées sur ton écran et que tu cèdes à toutes les tentations et toutes les distractions, finalement, ça va t'apporter des bénéfices, mais beaucoup moins que si tu le fais également à la maison. Alors, je vais te partager juste après des stratégies que j'ai personnellement utilisées également avec succès. Il dit en bref, pour parvenir à travailler en profondeur, vous devez reprogrammer votre cerveau de sorte qu'il n'ait aucune difficulté à résister aux stimuli de la distraction. Cela ne signifie pas que vous devez vous débarrasser de tous les comportements distrayants. Il suffit d'éliminer la faculté qu'ont ces comportements de détourner votre attention. La stratégie très simple de programmation de créneaux Internet que je vous ai proposée aidera considérablement votre attention à retrouver toute son autonomie. Il y a beaucoup d'activités où parfois finalement l'accès à Internet n'est pas vraiment indispensable. Par exemple, le travail que je fais sur ces vidéos-là, je dois lire le livre, je dois en faire une synthèse, marquer les passages intéressants du livre. Ça, je peux le faire en étant déconnecté. Imaginons que je reste connecté et que toutes mes notifications soient activées quand, par exemple, je suis en train de faire ce travail de synthèse. Je vais être dérangé toutes les X minutes parce que je vais recevoir un message de mon équipe, parce que je vais recevoir un SMS, parce que je vais recevoir un message d'un ami, parce que je vais avoir une notification d'un réseau social. Et si je laisse tout ça en place, ça va être très, très compliqué pour moi de faire ce travail de synthèse qui est un travail, là, tu vois, en profondeur. Et ça serait vraiment extrêmement compliqué. Donc là, par exemple, dans ce type de situation précise, je pourrais me dire, ok, je coupe là Internet pendant 1 heure et je vais juste lire et faire un travail de synthèse pendant la prochaine heure. Reste attentif, je vais te partager ensuite, juste après, une application que j'ai aujourd'hui sur mon téléphone qui me permet d'économiser énormément d'heures. Et il y a plusieurs d'ailleurs applications de ce type-là aujourd'hui qui sont vraiment particulièrement efficaces. Alors ensuite, il partage une autre technique et ça s'appelle méditer de manière productive. Il dit, pendant les 2 ans que j'ai passé au MIT après ma thèse, en tant qu'attaché de recherche, nous vivions, ma femme et moi, dans un très joli appartement de Beacon Hill, quartier historique de Boston. J'habitais Boston et il dit, j'allais travailler à Cambridge, mais les 2 villes étaient proches l'une de l'autre, séparées de seulement 1,6 km de chaque côté de la rivière. Il dit, bien décidé à rester en forme physiquement, même pendant le long et sombre hiver, j'ai décidé de tirer parti de cette proximité pour effectuer le trajet à pied le plus souvent possible. Il dit, ma routine me faisait marcher jusqu'au campus le matin. À l'heure du déjeuner, il dit, j'enfilais ma tenue de jogging et je rentrais chez moi en courant par un chemin plus long. Après son déjeuner, il dit, il prenait le métro pour retourner au campus, puis à la fin de la journée, il rentrait chez lui à pied. Autrement dit, j'ai passé beaucoup de temps debout pendant cette période, ce qui m'a poussé à développer l'exercice que je vous conseille d'adopter pour vous entraîner à travailler en profondeur qui s'appelle la méditation productive. Cette méditation productive a pour objectif de profiter d'une période où vous êtes occupé physiquement, mais pas mentalement. La marche, la course à pied, la conduite, la douche, pour vous concentrer exclusivement sur un problème professionnel donné. En fonction de votre métier, ce problème peut être, imaginons, la conception d'un article, la rédaction d'une intervention, la révision d'une démonstration, un problème que tu peux avoir aujourd'hui dans tes activités, peu importe. Comme avec la méditation de pleine conscience, vous devez reporter votre attention sur le problème quand votre esprit a tendance à vagabonder ou à décrocher. Il dit, lorsque j'habitais à Boston, j'avais l'habitude de pratiquer la méditation productive au cours d'une de mes expéditions pédestres quotidiennes. Sinon toutes. Ma progression a entraîné l'amélioration de mes résultats. J'ai par exemple fini par définir le plan des chapitres d'une partie assez importante de mon dernier ouvrage tout en marchant ou en courant. J'ai également progressé dans la réalisation des nombreuses techniques épineuses rencontrées dans mes travaux de recherche. J'utilise exactement la même technique. Tous les jours, je vais soit marcher, soit courir. Et souvent, les meilleures idées que je peux avoir dans mes activités, je les ai pas sur l'ordinateur en train de travailler. Je les ai quand je suis dehors, quand je suis en train de marcher, quand je suis en train de faire quelque chose finalement de physique. Mais comme il dit que finalement, mon mental est un petit peu libéré, que je peux me concentrer sur quelque chose de particulier. D'ailleurs, je t'invite à tester la technique si tu l'as jamais fait. Si un jour tu rencontres un problème et que tu dois résoudre rapidement ce problème et que
tu es un peu coincé là-dedans, quitte l'endroit où tu te trouves, va marcher, imaginons, en nature, en te disant que voilà, tu vas te concentrer sur ce problème pendant que tu vas effectuer ta marche avec le but de trouver tout simplement une solution. C'est une technique qui fonctionne extrêmement bien. Il dit exécuter correctement, cette stratégie peut accroître votre productivité professionnelle au lieu d'amputer votre journée de travail. En fait, vous pouvez même envisager de programmer une marche au cours de la journée. C'est vraiment quelque chose ça que je t'invite également à faire, qui est très bénéfique. Précisément dans l'optique, il dit d'employer la méditation productive afin de résoudre votre problème le plus urgent. Quelque chose que je t'invite à faire et que je fais également de temps en temps, c'est si j'ai un coup de fil à passer à des fois quelqu'un de mon équipe ou un collaborateur ou peu importe quelqu'un où je sais des fois que je vais passer un petit peu de temps au téléphone ou quelqu'un voilà tout simplement pour faire connaissance dans le cadre de mon travail ou pas, parfois je vais tout simplement aller dehors, aller marcher et téléphoner à cette personne pendant cette période-là, surtout si c'est quelque chose où ça va demander des réflexions par exemple, c'est également généralement très bénéfique et puis ça te permet de faire un minimum d'activité physique en même temps. Il dit pour que la méditation productive porte ses fruits, il est important d'admettre, à l'instar de toutes les formes de méditation, qu'elle nécessite une pratique régulière. Lorsque j'ai employé pour la première fois cette stratégie, les premières semaines après avoir décroché mon doctorat, j'étais désespéré car toutes les sources de distraction m'assaillaient. Il ne ressortait pas grand-chose de mes longues séances de réflexion. Il m'a fallu, il dit, une douzaine de séances avant d'en tirer vraiment parti. Il en sera probablement de même pour vous. Faites donc preuve de patience. De la même manière que la méditation, on va dire classique, le fait de méditer, au début quand tu le fais, ton esprit part partout et c'est un petit peu normal. Plus tu te concentres, finalement, plus tu arrives à réduire un petit peu ce brouillard mental que tu peux avoir. Donc ici, c'est un peu la même chose. Plus tu t'entraînes à le faire, plus tu auras de résultats intéressants. On arrive à la règle numéro 3 où je vais te parler justement de l'application que j'utilise. Dire adieu aux réseaux sociaux. Alors, pas de panique, il y a bien sûr beaucoup d'exceptions et adieu, ça veut pas dire te couper totalement des réseaux sociaux, mais ils partagent, on va dire, une approche et quelque chose d'assez intéressant. Et également des questions, tu vas voir, qui sont très très pertinentes à se poser si tu dois continuer d'utiliser un réseau ou pas. À l'heure où il a écrit son livre, les contenus qu'on appelle aujourd'hui les contenus short n'existaient pas vraiment, en tout cas n'étaient beaucoup moins populaires qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les contenus short, donc les contenus que tu peux voir verticaux de 1 minute ou moins d'1 minute qui sont sur TikTok, qui sont sur Instagram, les Reels qui sont sur YouTube avec YouTube Short, qui peuvent être également sur Twitter ou sur des réseaux comme Reddit, sont extrêmement populaires. Mais malheureusement, ils sont catastrophiques pour notre niveau d'attention. Et une chose à comprendre, c'est que généralement, les contenus short t'apportent pas grand-chose. Si tu prends la majorité des gens et le nombre d'heures qu'ils passent par jour sur ce type de contenu et ce qu'il en ressort de ça, avec le même nombre d'heures, ils pourraient créer dans leur vie des résultats incroyables. Vraiment incroyables. Et malheureusement, ils ont même pas conscience de ça. Et malheureusement, il y a beaucoup également de ces gens qui disent « Ah, je peux pas faire ça parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais par contre, je passe 1h30 par jour à regarder des contenus short, des choses qui m'apportent rien du tout. » Donc en fait, je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est jamais une question de temps, c'est toujours une question de priorité. Donc il commence cette partie en disant en 2013, l'auteur et consultant Baratund Thurston a mis en œuvre une expérience consistant à se déconnecter de sa vie numérique pendant 25 jours. Pas de Facebook, d'Instagram, Twitter, toutes ces choses-là. Ni même d'ailleurs de messagerie électronique. Donc il s'est complètement déconnecté et ceci pendant 25 jours. Il a dit à ce moment-là qu'il était beaucoup trop connecté, il avait participé à 59 000 conversations sur Gmail. Il était également auteur de plus de 1500 publications sur son mur Facebook au cours de l'année ayant précédé le début de son expérience. Il dit « J'étais épuisé, cuit, claqué, complètement grillé ». Alors comme il le souligne dans son article, Thurston n'a pas mis trop de temps à s'habituer à une vie déconnectée. À la fin de la première semaine, le rythme paisible de mes journées, il dit, me semblait bien moins étrange, a-t-il reconnu. Le fait de ne pas apprendre de choses me stressait moins. J'avais le sentiment de toujours exister, même si je ne partageais pas sur Internet les preuves de cette existence. Thurston conversait avec des inconnus, il appréciait la nourriture sans en parler sur Instagram, il s'est acheté un vélo, il s'avère, il dit qu'il est plus facile de faire du vélo sans essayer d'aller en même temps sur Twitter. Ça s'est terminé trop vite, a regretté Thurston, mais il avait des startups à diriger et des livres à vendre. Par conséquent, une fois les 25 jours écoulés, il a fait son retour en ligne, il dit à contre-cœur. Alors il enchaîne en disant, l'expérience de Thurston résume clairement 2 points importants sur notre relation actuelle avec les réseaux sociaux et les sites d'infos divertissants.
intéressant. Tout d'abord, nous admettons de plus en plus que ces outils fragmentent le temps dont nous disposons et nuisent à notre faculté de concentration. Cette réalité ne fait plus trop débat car nous le ressentons tous. Encore plus aujourd'hui, il a écrit ce livre-là il y a plus de 10 ans en arrière, encore plus aujourd'hui, il y a plein d'études qui sont tombées sur ces effets-là et sur les effets néfastes des réseaux. Donc c'est pas quelque chose qui est une hypothèse, non, c'est quelque chose qui est avéré avec beaucoup d'études à l'appui. Il dit c'est un véritable problème pour nombre de personnes différentes, mais il est plus particulièrement désastreux si vous essayez d'améliorer vos capacités à travailler en profondeur. La volonté étant limitée, plus vous portez votre attention sur des outils attirants, plus vous avez de mal à rester concentré sur un élément important. Pour maîtriser l'art, il dit, de travailler en profondeur, vous devez donc reprendre le contrôle de votre temps, de votre attention face aux nombreuses sources de diversion tentant de s'en accaparer. Avant de commencer, il dit, à répliquer face à cette distraction, nous devons mieux comprendre le contexte. Cela m'amène au second point important, résumant l'expérience de Thurston. Et ce point, c'est l'impuissance avec laquelle les travailleurs du savoir abordent aujourd'hui ce problème d'outils et des réseaux et d'attention. Submergé par la tendance de ces outils à accaparer son temps, Thurston a estimé que la seule solution était carrément de quitter complètement ces réseaux, donc pendant 25 jours. L'idée qu'un congé sabbatique d'Internet soit la seule alternative à la distraction générée par les réseaux et par l'infodivertissement se répand de plus en plus dans les sphères culturelles. L'ennui, il dit, avec cette réponse binaire au problème, c'est que ces deux choix sont bien trop sommaires pour être utiles. Et oui, parce que quand tu as arrêté l'expérience, généralement tu vas voir en effet des bienfaits sur toi et tu vas dire « Oh waouh, ça a été une super période, j'ai pu faire ça. » Mais généralement, on va reprendre l'habitude, on va retourner sur les réseaux. Et donc, ça peut être très bénéfique parce que ça peut te permettre pendant une période donnée de ta vie de te concentrer et d'effectuer un travail qui peut être difficile à effectuer, par exemple. Mais l'idée, c'est de pouvoir potentiellement être toi-même au contrôle de ça tout au long de ta vie. Comme il le dit, Thurston malheureusement n'a pas mis longtemps pour retrouver l'état fragmenté dans lequel il était avant son expérience. Donc cette règle tente de nous faire sortir de cette ornière en nous proposant une troisième solution. Donc lui, ce qu'il propose, c'est une autre solution. Et cette solution, c'est accepter le fait que ces outils ne sont pas mauvais par essence et que certains peuvent même concourir à votre succès. Personnellement, j'ai utilisé les réseaux à mon avantage. Je me suis développé une audience, j'ai développé des entreprises grâce aux réseaux. Donc ça peut vraiment, aujourd'hui, tu peux vraiment les utiliser à ton avantage. Mais il dit, il faut accepter que l'ampleur de la sollicitation de votre temps et attention par un site ou un réseau en particulier soit bien plus strictement contrôlée et être conscient que la plupart des gens doivent donc bien moins souvent utiliser ce genre d'outils. Alors je peux faire un parallèle, c'est marrant, sur le résumé que je t'ai fait du livre L'autoroute du millionnaire où dans ce livre il explique de se positionner en tant que producteur et non en tant que consommateur. Cette pensée-là, on va dire, cette stratégie-là, tu peux l'appliquer également pour les réseaux puisque la majorité du temps on va utiliser ça en tant que consommateur. Qu'est-ce que ça donne si la majorité du temps tu l'utilises plutôt en tant que producteur? Il dit ensuite, les stratégies qui suivent apportent une certaine structure pour cette pratique et cette expérimentation en vous forçant à reconsidérer vos outils de réseau sous de nombreux angles différents. Associées, elles devraient vous aider à entretenir une relation plus élaborée avec vos outils de façon à vous permettre de contrôler de nouveau suffisamment votre temps et votre attention dans l'optique de favoriser la réussite et la mise en œuvre des idées présentées dans la seconde partie. Alors je te disais tout à l'heure que j'utilisais une application sur mon téléphone qui s'appelle ClearSpace et il y a beaucoup d'applications de ce type-là qui commencent à devenir très populaires, notamment par exemple ClearSpace qui est assez récente comme application. C'est une application extrêmement intéressante parce que dès que tu vas vouloir ouvrir un réseau social, donc imaginons je veux ouvrir Instagram, il va me proposer plusieurs choix, il va me demander combien de temps je veux passer sur le réseau. 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes par exemple. Et si je mets par exemple 1 minute parce que j'ai juste besoin d'aller voir un message, de répondre et puis j'ai pas besoin d'être sur Instagram, il va couper automatiquement l'application pour moi. Et ça c'est une stratégie qui est très très efficace parce que généralement tu vas des fois aller sur un réseau juste pour regarder quelque chose, pour regarder une statistique, pour répondre à un message ou peu importe et finalement tu te fais happer par le contenu et 30 minutes après tu es encore
encore là. Donc le fait que tu te dises ok, je vais sur ce réseau, mais je définis le temps que je vais passer dessus avant d'y accéder, ça c'est très intéressant. Donc des applications comme ClearSpace permettent de le faire. Il y en a d'autres dans ce style-là, mais je t'invite vraiment à faire des recherches là-dessus et à utiliser potentiellement des applications qui pourraient te permettre déjà de limiter le temps que tu peux passer aujourd'hui sur les réseaux. Alors bien entendu, je t'invite à couper les notifications qui viennent des réseaux sociaux. Je n'ai aucune notification personnellement sur mon téléphone pour Instagram, même quand je reçois un message, pour Facebook, pour TikTok. Alors j'ai pas TikTok, j'ai supprimé TikTok. Pour YouTube, j'ai pas de notification non plus. Donc la quasi-totalité des réseaux sociaux que j'utilise aujourd'hui, je n'ai pas de notification sur mon téléphone. Parce que là, ça devient encore plus compliqué, parce que si tu es en train de travailler et que tu as constamment des notifications, tu seras toujours distrait. Donc si t'as pas fait cette première étape d'enlever les notifications, je t'invite dans un premier temps déjà à faire cette étape-là. Alors il parle ensuite de la loi de Pareto. C'est très intéressant justement dans le cadre d'utilisation des réseaux. Donc appliquer, il dit, la loi de Pareto à vos habitudes en matière d'internet. La première étape de cette stratégie est d'identifier les principaux objectifs dans vos vies professionnelles et personnelles. En tant que professeur, par exemple, il dit, j'ai 2 objectifs importants: être un bon enseignant devant mes étudiants, un mentor efficace pour eux, et être un chercheur efficace. Bien que vos objectifs soient probablement différents, on a tous des objectifs différents, l'essentiel est que la liste soit limitée à ce qui est le plus essentiel pour vous et qu'elle renferme les descriptions élaborées requises. Si votre objectif est par exemple de faire 1 million d'euros de vente ou publier X articles par an, c'est trop précis pour cette stratégie en question. Une fois cette identification réalisée, vous devriez avoir un petit nombre d'objectifs aussi bien pour votre vie professionnelle mais également pour votre vie personnel. Il dit, définissez pour chaque objectif 2 ou 3 activités importantes qui vous aideront à l'atteindre. Ces activités doivent être suffisamment précises pour vous permettre de vous imaginer clairement en train de les mener, mais elles doivent également être suffisamment générales pour ne pas être liées à un résultat unique. Par exemple, effectuer des meilleures recherches est trop général. Ça veut pas dire grand chose, effectuer des meilleures recherches. Tandis qu'il dit terminer à temps l'article sur les spectres de diffusion en préparation d'une conférence, ça c'est trop précis parce que c'est relié à un résultat précis. Dans ce contexte, une bonne activité pourrait être la suivante: lire régulièrement, imaginons, et comprendre les tout derniers résultats des travaux de recherche dans mon domaine de prédiction. La prochaine étape de cette stratégie est de prendre en compte les réseaux que vous utilisez actuellement. Pour chaque outil de ce genre, passez en revue les activités clés identifiées et demandez-vous si son utilisation a une influence positive considérable sur tes objectifs, négative considérable sur tes objectifs, ou alors ça a peu d'influence, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vient maintenant, il dit, la décision importante: ne continuez pas de vous servir de l'outil en question si vous avez conclu qu'il a des influences négatives. Alors pour mieux illustrer, il dit, la mise en œuvre de cette stratégie, prenons un cas concret dans le cadre d'un auteur qui s'appelle Michael Lewis. Son objectif professionnel, c'est créer des histoires bien rédigées, axées sur le récit et capables de modifier la compréhension du monde par les gens. C'est les activités clés destinées à favoriser l'atteinte de l'objectif, c'est effectuer des travaux de recherche en faisant preuve de patience et de profondeur et soigner la rédaction en donnant sens à sa mission. Imaginons maintenant que Lewis se demande s'il doit utiliser Twitter ou pas dans son quotidien. Notre stratégie l'oblige à étudier l'impact de Twitter sur les activités clés répertoriées, censé l'aider à atteindre son objectif. Et dans ce cas-là, aucun élément ne peut affirmer que Twitter rendrait bien meilleur Lewis dans l'exercice de l'une de ses activités. Twitter n'a au mieux aucun impact réel et au pire peut avoir une influence négative considérable en fonction de la sensibilité de Lewis à l'addiction que peut déclencher ce service. Conclusion, Lewis ne doit pas se servir par exemple ici de Twitter. À ce stade, il dit, vous pourriez affirmer que nous en tenir à ce seul exemple est une démarche artificielle ignorant les domaines dans lesquels Twitter a le plus de chances d'être utile. Et il répond à ça, la question n'est pas de savoir si Twitter présente un avantage pour Lewis, mais si Twitter exploite de manière significative et influe positivement sur les activités les plus importantes de sa vie professionnelle. La loi de Pareto exprime qu'on doit 80%
80% d'un effet donné à 20% des causes possibles. Par exemple, il est possible que 80% des bénéfices d'une entreprise soient seulement dus à 20% de sa clientèle. 80% de la richesse d'une nation soit détenue par les 20% de citoyens qui la composent. 80% des plantages informatiques sont imputables à 20% des bugs identifiés. Il existe une formule mathématique derrière ce phénomène, le rapport 80-20 correspondant approximativement à ce que vous pouvez attendre lorsque vous décrivez la distribution d'une loi de puissance sur l'impact. Dans ta vie, c'est la même chose. Si tu examines aujourd'hui les résultats que tu peux avoir dans ton activité professionnelle, généralement 80% de tes résultats actuels viennent directement d'environ 20% des actions que tu peux réaliser. Le but, c'est de repérer ces 20%-là et d'accentuer ton attention sur ces 20%-là. Il dit, le principe de Pareto nous rappelle que les 20% les plus importants de ces activités apportent le gros du bénéfice. Sachant que vous pouvez probablement répertorier entre 10 et 15 activités potentiellement bénéfiques pour chaque objectif fixé, ce principe dit que ce sont les 2 ou 3 principales activités, soit le nombre d'activités à privilégier selon cette stratégie qui conditionne votre capacité à atteindre ou non votre objectif. Il dit, mais même si vous acceptez ce résultat, vous pourriez toujours affirmer que vous ne devez pas ignorer les 80% restants des activités potentiellement aussi bénéfiques. Ces activités moins importantes contribuent certes moins que les 2 ou 3 principales activités à l'atteinte de votre objectif, mais elles peuvent avoir leur utilité. Pourquoi il dit ne pas les conserver? La réponse est simple. Il dit à ça, toutes les activités, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur importance, piochent elles aussi dans votre réservoir limité de temps et d'attention. En conséquence, si vous vous concentrez sur des activités à l'affluence moindre, vous amputez le quota temporel que vous pourriez affecter à des activités à l'influence plus importante. Et oui, tu pourrais augmenter encore plus le bénéfice que tu pourrais retirer des 2-3 activités qui font partie des 20% des activités qui ont le plus d'impact sur tes résultats en te concentrant et en mettant toute ton attention sur ces activités-là. Le fait, il dit, de récupérer par exemple le temps consacré à des activités ayant peu d'impact comme retrouver, imaginons, d'anciens amis sur Facebook ou parler sur Facebook pour le dédier à des activités à l'impact fort comme, imaginons, inviter un ami à un déjeuner et parler avec lui en réel, vous permet de faciliter l'atteinte de votre objectif. Par conséquent, abandonner un réseau en employant cette logique, ce n'est pas passer à côté de modestes avantages potentiels, mais c'est mieux tirer parti des activités dont vous savez qu'elles vous rapporteront gros. Il partage ensuite une autre expérience très intéressante de quelqu'un qui s'appelle Ryan Nicodemus. Et il dit que cette personne-là décide à un moment de se simplifier la vie. Il dit, à l'époque, Ryan vivait dans un grand 3 pièces. Et pendant des années, comme beaucoup d'entre nous, il a cédé à toutes ses pulsions d'achat, il a acheté énormément de gadgets et d'objets qui se sont accumulés dans son appartement. Il dit, mais le moment était venu de reprendre sa vie en main en se libérant de ses affaires. La stratégie qu'il a employée était facile à décrire, mais d'une conception radicale. Il a passé tout un après-midi à mettre tout ce qu'il possédait dans des cartons, comme s'il s'apprêtait, imaginons, à déménager. Et il a baptisé cela la fête des cartons. Une fois les cartons effectués, Nicomédus a passé la semaine suivante à vivre normalement. Lorsqu'il avait besoin d'une chose, il déballait simplement le carton et remettait ensuite l'objet à sa place habituelle. À la fin de la semaine, il a remarqué que l'immense majorité de ses affaires demeurait dans les cartons et qu'il en avait tout simplement pas besoin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est donc débarrassé. Il dit ensuite organiser l'équivalent d'une fête de carton, mais pour les réseaux sociaux que vous utilisez actuellement. Au lieu de les mettre dans des cartons, vous vous interdisez par exemple d'utiliser pendant, imaginons, 30 jours des réseaux comme Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, ce que tu peux utiliser aujourd'hui. Il dit ne vous désinscrivez pas de ces services. Ne dites pas d'ailleurs non plus sur les réseaux sociaux que vous allez vous déconnecter. Contentez-vous d'arrêter d'un seul coup de les utiliser. Au bout de cet isolement volontaire de 30 jours, posez-vous 2 questions suivantes à propos de chaque service dont vous vous êtes éloigné. Question numéro 1. Les 30 derniers jours auraient-ils été bien meilleurs si j'avais continué d'utiliser ce service? Ça, c'est une question extrêmement puissante, tu vois. Si tu arrêtes
un réseau pendant X jours, tu te demandes à la fin, est-ce que ces derniers jours auraient été meilleurs si j'avais utilisé le service en question? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que cela a fait quelque chose aux gens que je cesse d'utiliser ce service? Et il dit, si vous répondez non à ces deux questions, quittez définitivement ce service. Si vous avez répondu un oui franc et massif, reprenez l'utilisation de ce service. Si vos réponses sont mitigées ou ambiguës, à vous de choisir de réutiliser ou non ce service, mais je vous encourage à opter pour l'abandon. Alors, je te mettrai dans la description également une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Détox de dopamine. C'est un challenge très facile à faire que j'ai fait pendant 7 jours et je t'explique comment réaliser ce challenge. Donc là, il parle de 30 jours. Je pense qu'en effet, c'est mieux de le faire sur 30 jours. Mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à regarder cette vidéo. Je te partage ma propre expérience avec ça et les résultats que j'ai pu avoir en seulement d'ailleurs 7 jours, qui est très court, ont vraiment été très intéressants. Il dit cette stratégie vise délibérément les réseaux sociaux car parmi les différents outils qui sollicitent votre temps et votre attention, ces services peuvent s'avérer particulièrement dévastateurs pour votre quête de travail en profondeur si vous ne vous fixez pas de limites quant à leur utilisation. Des réseaux, je dirais, comme YouTube sont un peu différents, mais ça dépend également ce que tu fais sur YouTube. Tu vois, tu es en train de regarder cette vidéo en ce moment même, tu es en train d'apprendre des choses, tu es en train de te nourrir d'informations qui te portent vers le haut. Donc des réseaux comme YouTube peuvent être extrêmement intéressant pour ça. Mais toujours ici, ça dépend vraiment comment finalement tu l'utilises. Par contre, il y a des réseaux que je trouve vraiment horribles, comme par exemple TikTok. Alors, en tant que producteur, c'est exceptionnel. Tu peux toucher énormément de gens. En tant que consommateur, TikTok, pour ton attention, pour ta capacité à être concentré, c'est tout simplement catastrophique. Il dit le caractère insidieux des réseaux sociaux provient en partie du fait que les entreprises exploitant votre attention ont réalisé un coup marketing magistral qui est de convaincre notre culture que si vous n'utilisez pas leurs produits, vous pourriez passer à côté de quelque chose. Et derrière ça, il y a un petit peu la peur, tu vois, la peur de manquer quelque chose d'important. Cette peur, il dit, de passer à côté de quelque chose se rapproche évidemment de la crainte de Nicodémus que les nombreuses affaires dormant dans ses placards ne lui soient un jour nécessaires. Voilà pourquoi je conseille une stratégie corrective équivalente à la fête des cartons. En passant un mois sans utiliser ces services, vous pourrez remplacer votre peur de passer à côté d'événements, d'expériences culturelles partagées par une dose de réalité. Pour la plupart des gens, cette réalité confirme quelque chose qui semble uniquement évident lorsque vous avez mené à bien la lourde tâche consistant à vous libérer des messages marketing associés à ces outils. Et vous verrez que finalement, ils ne sont pas si importants que ça dans votre vie. Alors il dit pour certaines personnes, bien entendu, cette expérience de 30 jours sera difficile et source de plein de problèmes. Si vous êtes, imaginons, un étudiant ou une personnalité d'Internet, par exemple, cette abstinence qui sera remarquée risque de vous compliquer la vie. Mais il y a fort à parier que pour la plupart des gens, le résultat de cette expérience permette, si ce n'est une refonte massive de leur habitude d'internaute, une perception plus affirmée du rôle des réseaux sociaux dans leur existence au quotidien. Ces services ne sont pas nécessairement, contrairement à ce qu'ils clament, le moteur de notre monde moderne connecté. Ce sont simplement des produits développés par des entreprises privées, généralement financés soigneusement, commercialisés et conçus pour récupérer puis revendre vos informations personnelles et votre attention à des annonceurs. Ils peuvent être divertissants en effet, mais à l'échelle de votre existence et vu ce que vous souhaitez accomplir, ils constituent une distraction accessoire et fantaisiste parmi bien d'autres susceptibles de vous écarter de tâches plus profondes qui seraient bénéfiques pour toi. Et ça, il dit, vous ne le saurez qu'en essayant de vivre sans. Règle numéro 4, où il partage une nouvelle stratégie extrêmement intéressante et ça s'appelle fuir la superficialité. Il commence en disant qu'en 2013, la télé britannique a mené une enquête sur les habitudes des téléspectateurs de 25 à 34 ans ayant répondu à l'enquête, estimant passer, donc l'enquête leur demandait combien de temps ils passaient devant l'écran, et ils estimaient qu'ils passaient entre 15 et 16 heures par semaine devant la télé. Ça peut sembler beaucoup, mais en fait, c'était largement en dessous de la vérité. Donc quand ils ont mesuré
vraiment le temps passé de cette tranche d'âge devant l'écran, en fait c'était plutôt 28 heures par semaine. Il dit cette mauvaise estimation de l'utilisation du temps n'est pas l'apanage du téléspectateur britannique. Lorsque vous prenez différents groupes de personnes estimant leur comportement, ces divergences demeurent. Pourquoi ? En fait, il dit que ces exemples mettent en lumière un élément important. Nous passons une grande partie de nos journées sur pilote automatique, sans beaucoup réfléchir à ce que nous faisons de notre temps. C'est un véritable, il dit, problème. Il est difficile d'empêcher les choses futiles de s'insinuer dans les moindres recoins de votre emploi du temps si vous ne vous penchez pas sur votre équilibre actuel entre le travail en profondeur et le travail superficiel. L'idée qui va suivre peut sembler extrême. Tu vas voir, la stratégie qu'il partage est assez extrême. Au départ, il dit, mais elle va vite s'avérer indispensable dans votre quête visant à tirer pleinement parti de la valeur du travail en profondeur. Et cette idée en question, c'est planifier chaque minute de votre journée. Donc à propos de cette stratégie, il dit voici mon conseil. Au début de chaque journée de travail, prenez une nouvelle page de votre carnet. Alors tu peux le faire également en ligne, potentiellement. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui de calendrier très performants. Donc il dit tu prends un carnet avec des lignes. Au début de chaque ligne, il dit tu indiques une heure de la journée. Et ce jusqu'à que tu as couvert toutes les heures de travail d'une journée type. Voici maintenant la partie importante. Divisez les heures de la journée en créneaux auxquels vous effectuez des activités. Par exemple, vous pourrez réserver le créneau de 9h à 11h pour la rédaction, imaginons, d'un article. Pour ce faire, dessinez un cadre englobant les lignes correspondantes à cette plage horaire, puis inscrivez rédaction d'un article, par exemple, à l'intérieur de ce cadre. Chaque créneau, il dit, ne doit pas forcément être consacré à des tâches professionnelles. Tu peux réserver, par exemple, des créneaux où dedans, ça va être marqué ton déjeuner, moment de détente, moment de relaxation. Donc, ce n'est pas relié uniquement qu'à des tâches professionnelles. Il dit, pour que l'ensemble demeure limpide, la durée minimale d'un créneau doit être au minimum donc de 30 minutes. Une fois la planification, il dit, de votre journée terminée, chaque minute doit faire partie d'un créneau. Concrètement, vous avez assigné une mission à chaque minute de votre journée. Laissez-vous ensuite guider par ce programme tout au long de la journée. Alors c'est bien entendu à ce moment-là, il dit que la plupart des gens commenceront à rencontrer des difficultés. Deux choses, il dit, peuvent pêcher dans votre emploi du temps à mesure que la journée avance. La première, c'est que vos estimations se révèlent être fausses. Par exemple, si tu as réservé 2 heures pour écrire un article et que l'article te prend 3 heures, forcément ça décale tout le reste. Second problème, il dit, c'est que vous risquez d'être interrompu et que tu vas avoir des nouvelles obligations qui vont arriver courant de la journée. Ces événements, il dit, vont alors bouleverser votre emploi du temps. Il dit, ce n'est pas grave. En cas de perturbation de votre emploi du temps, prenez quelques minutes dès que vous en avez la possibilité afin tout simplement de le remanier pour le restant de la journée. Il dit, votre objectif n'est pas de vous tenir à tout prix à un emploi du temps donné, mais de prévoir de manière réfléchie ce que vous allez faire du temps qu'il vous reste pour la journée. Même si cela implique de revoir vos décisions à de multiples reprises à mesure que la journée s'écoule. Alors il dit, avant de vous laisser appliquer ces stratégies, je dois répondre à une objection fréquente. Lorsque je vante les mérites des emplois du temps journaliers, mes interlocuteurs s'inquiètent souvent de voir ce degré de planification constituer une restriction pénible. Donc il dit, je comprends ces inquiétudes, mais il est heureusement facile de les éliminer. Dans ma discipline de planification journalière, outre la mise en place de créneaux réservés à la réflexion et à la discussion, il dit, je respecte la règle selon laquelle, s'il me vient une idée capitale, c'est une raison parfaitement valable pour ignorer les tâches que j'avais programmées pour le restant de la journée, à l'exception, bien entendu, il dit, des activités inévitables. Je peux alors rester sur cette idée inattendue jusqu'à ce que la réflexion, il dit, s'essouffle. Je me pose alors afin de revoir mon emploi du temps pour le restant de la journée. Autrement dit, la spontanéité est non seulement autorisée dans cette stratégie, mais elle est également vivement conseillée. Il s'agit d'anticiper, de prendre simplement l'habitude de vous former à vous poser un moment au cours de la journée pour vous demander que dois-je faire du temps qui me reste. Forcément, si tu fais ça, alors c'est pas une habitude qui est simple à mettre en place.
efficace. Mais si tu le fais, je t'invite vraiment à le tester juste, tu vois, tu peux juste même le tester quelques jours, je peux te garantir que ta journée va être beaucoup plus productive. Il dit c'est l'habitude consistant à vous poser cette question qui donne des résultats et non votre fidélité indéfectible à la réponse fournie. J'irais jusqu'à affirmer qu'une personne associant une planification soignée et une volonté d'adapter ou de modifier son plan d'action le cas échéant aura plus d'idées créatives qu'un individu adepte d'une approche plus spontanée et traditionnelle avec une journée non structurée. Alors ensuite, il aborde quelque chose d'autre de très intéressant. Il dit « Je suis extrêmement prudent quant à l'utilisation du mot le plus dangereux pour la productivité. » Et ce mot, d'après toi, c'est quoi? Ce mot, c'est oui. Il dit pour me convaincre d'accepter quelque chose, source d'exécution de tâches superficielles, il faut de sérieux arguments. Tactique qui marche bien dans mon cas, j'exprime très clairement mon refus tout en restant flou sur les motivations du dit refus. L'essentiel est d'éviter de fournir trop de détails sur l'excuse trouvée de façon que le demandeur ne puisse pas démonter entre guillemets ton excuse. Si par exemple je décline une proposition d'intervention en disant que j'ai d'autres déplacements de prévus dans la même période, je ne donne, il dit, aucun détail, car les détails permettraient peut-être au demandeur de suggérer un moyen de caser son événement parmi mes obligations. Il suffit alors simplement de dire « ça me paraît très intéressant, mais je ne pourrais pas intervenir pour des problèmes d'emploi du temps ». Outre le fait, il dit que je surveille avec soin mes obligations, je gère mon temps très consciencieusement. Dans la mesure où mon temps est compté, je ne peux pas me permettre d'être pris par surprise par une date limite ou de perdre une matinée à l'exécution d'une tâche accessoire parce que je n'ai pas pris la peine d'échafauder un plan d'action judicieux. Combien de fois, ça t'est probablement déjà arrivé, tu dis oui à quelqu'un alors qu'en fait tu voulais dire non, tu te retrouves après à devoir faire quelque chose ou tu te retrouves dans un événement ou dans un lieu où tu te retrouves vraiment dans une position où t'as pas envie d'être et là tu te dis intérieurement mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je suis en train de faire actuellement? J'ai vraiment pas envie de faire ça et en fait ce que tu fais actuellement là ou ce que tu es en train de faire, tu le fais parce que tu n'as pas su dire non à quelqu'un. Donc prends bien conscience que derrière un oui, c'est pas seulement le fait de dire oui. Il y a du temps, il y a de l'énergie et c'est ok si c'est en adéquation avec les résultats que tu veux, si ça peut t'apporter des choses intéressantes dans ta vie, professionnelle, personnelle, peu importe. Mais si c'est à l'opposé de ça, généralement la réponse qu'il faut apporter, c'est pas oui, mais plutôt non. Donc il dit s'engager pour une productivité à horaire fixe vous met dans un état d'esprit de rareté. Et oui, parce que tu as tout ton plan de la journée qui est défini. Soudain, toute obligation n'entrant pas dans le cadre de vos efforts en ce qui concerne la profondeur devient alors suspecte, considérée comme potentiellement perturbatrice. La barre pour accéder à votre emploi du temps et à votre attention est soudain placée beaucoup plus haute. La productivité à horaire fixe est une méta-habitude simple à adopter mais à l'impact substantiel. S'il vous faut choisir, il dit un seul comportement susceptible de vous pousser à vous focaliser sur le travail en profondeur, cette stratégie-là, il dit, doit figurer en très bonne place dans votre liste d'options. Alors ensuite, dans sa conclusion, il dit bien entendu, la vie en eau profonde n'est pas à la portée de tout le monde. Elle demande des efforts considérables et un changement radical des habitudes. Pour bon nombre de personnes, s'occuper artificiellement en échangeant des emails à toute vitesse et en s'exprimant sur les réseaux sociaux est rassurant. Tandis que la vie en territoire isolé pour effectuer du travail en profondeur suppose que vous laissiez de côté ces habitudes-là. En outre, tout effort visant à tendre vers votre meilleur niveau est source d'inquiétude et de malaise, car cela peut vous amener à découvrir que le niveau atteint lorsque vous faites de votre mieux n'est pas si élevé que ça. Et il dit à ce moment-là, il est beaucoup moins risqué de juste commenter ce que font les gens. Il dit, mais si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, à affronter vos peurs et à consentir tous les efforts nécessaires pour exploiter votre esprit au maximum de ses capacités dans l'optique de créer quelque chose d'important, vous découvrirez comme d'autres avant vous que la profondeur de concentration
crée une existence riche de sens et source de productivité. Dans la première partie du livre, il dit, j'ai cité Winifred Gallagher qui disait, je ferai le choix de la concentration car c'est le type de vie idéal. Je suis d'accord, il dit, avec elle. Bill Gates a fait le même choix et maintenant que vous venez d'achever la lecture de ce livre, j'espère que vous emprunterez, il dit, la même voie. Alors c'est un livre extrêmement intéressant, je comprends pourquoi il est aussi populaire, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, parce que tous les problèmes qu'il évoque dans son livre, il y a 10 ans en arrière, c'est des problèmes qui sont encore plus présents aujourd'hui et qui malheureusement vont encore s'intensifier et s'intensifier encore et encore dans les années suivantes. Donc fais attention à qui et à quoi tu donnes ton attention et dis-toi que dans ta vie, tu peux mettre en place tout un tas de stratégies, dont certaines tu vois qui partagent dans ce livre, qui vont t'aider justement à augmenter ta productivité, à travailler en profondeur et à travailler finalement sur les choses qui sont importantes pour toi et qui vont t'apporter de vrais résultats sur le long terme. Alors abonne-toi à cette chaîne YouTube, surtout si c'est pas encore fait, on est en train de te préparer pas mal de vidéos, active la cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas à me dire en commentaire les derniers livres que tu as pu lire ou des livres que tu aimerais que je te résume. Et puis je t'invite vraiment à partager, tu as forcément autour de toi des gens, des contacts, des amis qui pourraient être intéressés pour visionner cette vidéo. Je t'invite vraiment à leur partager. Merci à toi pour ton écoute. Je te souhaite une excellente fin de journée. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.